Bonjour Mathieu, merci de m'avoir invité à votre télévision. Je voudrais répondre aux questions que vous m'avez posées. Vous me demandez d'abord savoir quel est mon point de vue concernant les débats actuels relatifs au changement de la Constitution. Pour répondre à cette question assez large, je commence par vous présenter les fondements de la révision de la Constitution congolaise, qui peut être une révision partielle, c'est-à-dire on révise certains articles, comme ce fut le cas en 2006, où l'on a révisé principalement certains articles, notamment l'article 71 relative à l'élection du président de la République. On a révisé aussi l'article 110 relative euh, au mandat du député et ou du sénateur, où on a prévu aussi que le mandat deviendra désormais suspendu au lieu de s'arrêter une fois il y a un cas d'incompatibilité, par exemple, un député devient ministre. On a aussi révisé l'article euh, l'article 197 concernant les prérogatives de l'Assemblée provinciale et les prérogatives du gouverneur, surtout la gestion des conflits en province lorsque la province devient le fonctionnement des institutions provinciales deviennent difficiles et on a prévu que le président de la République peut désormais intervenir et dissoudre l'Assemblée provinciale ou dissoudre ou révoquer les gouverneurs. On a aussi révisé l'article 218 et on a ajouté à l'alinéa 4 que la proposition ou la pétition relative au changement de la Constitution ne peut intervenir qu'après l'approbation euh, par référendum, mais sur convocation du président de la République. Là, ce fut la première révision de la Constitution qui eut lieu en 2011. Maintenant, quels sont les fondements de la Constitution, de la révision de la Constitution? Il y a d'abord l'article 218 qui dit en substance que on peut, euh, qui peut initier la révision de la Constitution partielle ou totale. Totale, c'est-à-dire on change tous les articles ou on change les systèmes euh, du pays. Par exemple, lorsque on veut changer du régime semi-présidentiel actuel au régime parlementaire ou au régime présidentiel, ou tout simplement, on veut supprimer tous les droits fondamentaux et dénoncer tous les traités, dénonçables naturellement, puisqu'il y a beaucoup de traités qui ne sont pas dénonçables, comme la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et les pactes des Nations unies. Donc on ne peut pas les dénoncer, on les a ratifiés une fois pour toutes et on en devient esclave. Mais supposons, sur le plan totalement fictif, par fiction, on imagine que on veut les dénoncer, il faut, euh, là on peut parler de la révision totale de la Constitution. Et dans ce cas, on a prévu que l'initiative est reconnue et reviendra au président de la République, à l'article 218, au gouvernement, après, après la délibération du Conseil des ministres, à chacune des chambres, à l'initiative de la moitié de ses membres, ou à une faction du peuple congolais qui ont réuni 100 000 signatures valables et qui demandent la révision de la Constitution, mais le référendum doit être approuvé d'abord par l'Assemblée nationale et
et la convocation de référendum ne peut avoir lieu qu'à la convocation du président de la République. Là, c'est la première garantie. La deuxième, le deuxième fondement de cette révision, c'est l'article 219. C'est un fondement, en même temps, c'est la limite. Il s'agit de quelles limites? Il s'agit principalement des limites, d'abord temporelles, et l'article 219 dit que pendant l'état de guerre, comme actuellement au Nord Kivu et chez le Mont Bondo et en Ituri, et au Sud Kivu, il y a l'état de guerre aussi, ou l'état d'urgence, comme au Nord Kivu et en Ituri, ou l'état de siège, ou par l'intérim du président de la présidence de la République, ou lorsque l'Assemblée nationale et le Sénat se trouvent empêchés de se réunir, on ne peut pas, on ne peut pas euh, entrer en matière sur tous les projets de changement de la Constitution. Là, ce sont des limites temporelles et circonstancielles. Il y a aussi des limites matérielles qu'on trouve dans plusieurs constitutions dans le monde, notamment la Constitution américaine, euh, la Constitution allemande à l'article 79, alinéa 3, qui dit que même les changements de la Constitution qui portent atteinte, par exemple, aux droits fondamentaux ou à la dignité humaine est inopérante. Elle est nulle et de nul effet. Nul ab ovo. Donc, on ne peut même pas en discuter, c'est sans objet. Pour la RDC, l'article 220 limite la, le pouvoir du constituant en plusieurs matières. Par exemple, la forme républicaine de l'État. On ne peut pas, par exemple, pour transformer la République démocratique du Congo dans un État monarchique, on ne peut pas. Parce qu'il faut la forme républicaine comme en République française. Il faut le suffrage universel. Donc, on ne peut même pas imaginer qu'on pense à élire le président de la République au second degré. Là, c'est inacceptable. Le constituant de 2005 a refusé cela. La forme représentative du gouvernement aussi, parce qu'on ne peut pas imaginer que le gouvernement devient un gouvernement, je ne sais pas, des cadres du parti ou des intellectuels ou des gens qui sont de la race blanche ou noire ou brun. Et il faut la forme représentative du gouvernement, le nombre et la durée des mandats du président de la République. Par exemple, si on imagine que puisque le président de la République actuel travaille très bien et nous pensons qu'il faille qu'il devienne un Molopoué ou un Mwami ou un chef coutumier à vie, là, ce n'est pas possible. L'indépendance du pouvoir judiciaire, par exemple, qu'on estime que puisque le ministre de la Justice actuel travaille bien, que avant de rendre la justice, avant de prendre une décision au nom du peuple congolais, qu'on aille lui soumettre d'abord la décision, que ce soit lui qui puisse dire, OK, vous pouvez publier, ou non, vous pouvez rendre tel jugement, ou bien vous pouvez euh, attaquer telle personne, ou encore qui limite, qui commence à changer de magistrat comme il veut, donc violer les règles d'inamovibilité de magistrat, qui décide de lui donner un salaire de misère, puisque là, les magistrats n'auront plus l'indépendance euh, financière ou économique, et là, leur indépendance sera euh, aussi mise à mal. Si on met cela dans la Constitution, c'est interdit. Le pluralisme politique et syndical, aussi, on ne peut pas supprimer la pluralité aujourd'hui de partis politiques ou de syndicats
mais on peut en limiter, ça naturellement, ce n'est pas interdit. Donc on peut limiter par exemple que ça redevienne 2 ou 3. Là, c'est toujours le pluralisme est garanti. Ces différents domaines ne peuvent jamais faire euh, objet d'une quelconque révision, ni partielle, ni totale. Il y a aussi la limitation, euh, la réduction des droits et des libertés de la personne, ou la réduction des prérogatives des provinces et des entités territoriales décentralisées. Par exemple, si on décidait aujourd'hui que le président devient à vie, les parlementaires deviennent à vie comme les anciens membres du comité central ou du bureau politique, là, on va réduire sensiblement les droits et libertés de la personne à accéder au, à la direction du pays, vu que c'est un droit fondamental garanti par l'article 25 du Pacte des droits civils et politiques et l'article 13 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Là aussi, on ne peut pas le faire, même si on a la majorité, même si on demande au peuple de le faire, et le peuple n'a même plus le droit d'échanger l'article 220 comme le peuple allemand n'a pas le droit d'échanger l'article 79 de la Constitution, de la loi fondamentale allemande. Là, ce sont les premières questions que vous m'avez posées. Vous me demandez aussi euh, de, de dire qu'est-ce que je pense de, euh, de l'article 217 de la Constitution. L'article 217 de la Constitution, naturellement, euh, ça ne fait pas partie des articles protégés ou verrouillés par l'article 220. Les peuples peuvent les changer. Mais les changer, pourquoi faire? Pourquoi les changer? Est-ce que ça change grand-chose? On vous dit, vous êtes membre de l'Union africaine. Vous avez ratifié la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Vous avez ratifié le protocole de Maputo et des conventions qui permettent, qui facilitent l'intégration africaine, puisque nous sommes euh, un continent qui a beaucoup souffert de l'esclavage, nous sommes un continent qui a souffert de la colonisation et du néocolonialisme actuel. Les pères fondateurs, les pères de l'indépendance de l'Afrique, les Kwame Nkrumah, Patrice Lumumba, Mohamed V et Dr. Azikiwe, Nyerere et consorts, ils ont voulu faire une union africaine pour que les Africains soient forts et résister à tous les aléas, à, toutes à à tous les actes de déshumanisation de l'homme africain. Et c'est pourquoi, en 1967, le président de la République démocratique du Congo à l'époque, Mobutu Sese Seko, avait initié qu'on ajoute cet article 217 qui facilite, que, euh, qui affirme que euh, parfois on peut renoncer à certaines prérogatives, à certains éléments de la souveraineté congolaise, par exemple la monnaie. On peut raisonnablement dire qu'on n'a plus une monnaie congolaise, on a maintenant une monnaie africaine qu'on peut appeler n'importe quoi, Okapi ou, ou Cobalt ou Shaba. Et là, ça sera une renonciation partielle de la souveraineté congolaise. Ça sera une renonciation partielle de la souveraineté tanzanienne, kenyane, sénégalaise, ainsi de suite. Et les autres l'ont déjà fait avec leur franc CFA. Il y a 14 États membres de l'Union africaine qui ont une monnaie unique. Ils ont renoncé à une partie de leur souveraineté.
Nous avons aussi renoncé, la RDC a renoncé à une partie de sa souveraineté en adhérant à l'Union africaine, en ratifiant des actes, des traités internationaux qui garantissent les droits fondamentaux et des traités auxquels on ne peut plus se départir. C'est ce qui fait que, même si on changeait l'article 217, la Convention de Vienne sur les droits des traités reste valable. Et l'article 26 dit ceci, pacta sunt servanda, c'est-à-dire que le pacte que nous avons, les conventions que nous avons signées nous rendent esclaves. Nous avons ratifié ces traités sans réserve, ni sans déclaration interprétative. Donc, changer l'article 217 ne va rien changer aux engagements internationaux de la RDC vis-à-vis de l'Afrique, vis-à-vis du monde. Il y a aussi l'article 53 de la Convention de Vienne sur les droits des traités qui limite aussi les pouvoirs souverains du peuple congolais et de tous les États membres des Nations Unies et qui dit clairement que aucun traité, aucun acte fondateur, aucune loi fondamentale ne peut prendre des décisions qui instituent, par exemple, la traite des esclaves, qui instituent le génocide, qui promeut le génocide ou les crimes contre l'humanité, un État qui consacre la pratique de la torture et traitements cruels et inhumains et dégradants, qui porte atteinte manifestement, constitutionnellement à la dignité humaine. Ce n'est pas possible. Cet article, nous la trouvons aussi à l'article 61 de la Constitution congolaise, qui limite même le pouvoir du constituant. Et il y a donc là, l'article 217, elle est quasiment une consécration de l'article 26, 27 de la Convention de Vienne sur le droit des traités et l'article 53 de la Convention de Vienne sur le droit des traités. Est-ce que euh, il y a euh, des matières qu'on peut changer dans la Constitution? Oui, à part les matières consacrées ou protégées par l'article 61 de la Constitution, l'article 220 de la Constitution, toutes les autres matières peuvent peuvent faire l'objet de la révision de la Constitution. Mais quand actuellement ce n'est pas possible, à cause de l'article 219 et à cause de l'état de guerre dans lequel la RDC se trouve, si le président de la République veut opérer des changements de la Constitution, par exemple, il veut faciliter ou consacrer ou reconnaître que des Congolais d'origine qui ont acquis par hasard, ils sont nés aux États-Unis et ils reçoivent le passeport américain, ou les enfants congolais de père, mais qui sont nés d'une mère israélienne et qui par ce fait, l'État d'Israël leur reconnaît la citoyenneté israélienne, ou des Congolais d'origine par le sang, qui ne peuvent en aucun cas ne pas être membres de leur groupe ethnique et qui ont renoncé à leur terre ethnique, peu importe, si on veut consacrer cela et clarifier l'article 10, on peut le faire. Ou si on veut, par exemple, euh, on veut par exemple supprimer la cooptation de certains députés provinciaux pour que le peuple reste totalement souverain, ça, on peut le faire. Ou si on veut marquer clairement dans la Constitution les salaires des magistrats pour qu'ils soient indépendants, on peut le faire. Mais actuellement, il y a un préalable et lorsque nous voyons l'activisme de certains politiciens,
dans le changement de la Constitution, c'est une bonne chose. Il suffit juste qu'ils s'engagent à bouter dehors les gens de M23, à bouter dehors les Mobondo, à mettre fin à tous les groupes armés qui pilulent sur le haut plateau du Sud Kivu, à Ituri, les Codeco, les pays pacifiés, on peut directement entrer en matière pour savoir, pour savoir quelles dispositions euh, changeables ou modifiables ou révisables peuvent être changées pour, dans le pays et dans la Constitution. Et si ce n'est pas le cas, ça ne sert à rien de faire les débats, de discuter, d'arrêter les gens, puisque le pays est occupé. Est-ce qu'on peut dire que euh, le pays n'est pas en état de guerre? Parce que certaines personnes affirment cela en disant que le pays n'est pas en guerre. Mais lorsqu'on a parlé de l'état de guerre, c'est puisqu'on parle de l'idée que la République démocratique du Congo, à l'article 1er, est un état de droit indépendant, uni et indivisible. Donc, dire que c'est une partie de Bunagana au plateau de Minembwe, ou je sais pas, à Bogoro ou à Djougou, où c'est occupé et le reste, ça va, c'est-à-dire qu'on est en train de violer l'article 1er de la République démocratique du Congo, une et indivisible. Je vous remercie, ma chère Mati. À bientôt.